Bonsoir à tous, bienvenue sur On Air Original et plus précisément dans l'émission Shape Up, l'émission coaching animée par le talentueux Alexandre. Mais avant de vous le faire venir et de lui laisser la place à lui et à son invité, qu'on remercie d'ailleurs d'être là, je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook, Twitch et YouTube. N'hésitez pas à laisser des messages sur le chat, on se fera un plaisir de les relayer autant à Alex qu'à notre invité. Vous pouvez intervenir tout au long de l'émission, hein, on part sur 1 heure d'émission, donc n'hésitez pas, avec un sujet très intéressant et un invité très intéressant, mais moi j'en dis pas plus. Je vais faire venir Alex et lui, il va vous en dire plus. Alex, bonsoir. Coucou Sofiane, comment tu vas? Bah, écoute, très bien, voilà, Ça très va? bien, mode Ouais. coaching, hein, très, très bien. Yes. Bon, trop Toi, bien. tu vas bien? Ouais, nickel, nickel, tout va bien. Tout va bien. Bon, Ouais. super. Alex, petite question, de quoi on parle ce soir? On va parler de personal training. On va parler OK, de personal training tout simplement. Et, euh, et j'aurais aimé justement, enfin, je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant. Donc cette oui, émission, pas elle s'adresse plus aux coachs que à nos auditeurs habituels, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus orienté pour les coachs, soit en devenir, soit les nouveaux coachs, soit même ceux qui sont en activité ou ceux qui arrivent sur la fin. Et c'est pour tout le monde justement. Et c'est pour parler du personal training dans les clubs de fitness. Et puis dégrossir un petit peu tout ça, donner déjà toujours pareil, comme on fait d'habitude, donner une petite définition, planter le décor en fait. Et puis après, toujours voir les intérêts, les avantages, les limites. On aime bien savoir aussi les limites de ce qu'on parle. Et puis discuter du sujet pour justement. Et c'est surtout indirectement aussi parce que moi je me classe quand même dans la catégorie des nouveaux coachs. Donc pour les nouveaux coachs qui vont venir sur le marché du travail, d'avoir. Parce que je me dis, j'aurais aimé avoir un, un aperçu en fait plus précis du marché du fitness et notamment de celui des personal trainers au sein des clubs en France. Voilà. Et donc pour cela, j'ai fait venir Monsieur David Hurst, qui est connu, je pense, comme le loup blanc dans le monde du fitness français. Et donc, il va nous venir pour nous raconter un petit peu tout ça et nous partager son expérience. Et moi, je vais essayer un petit peu de chercher, de le titiller pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire sur le personal training en France. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je alors c'est pense qu'on parfait, peut, on on peut va le faire venir. Ben ouais, carrément. Allez, OK, on le fait venir et moi je repars, sur les messages et je reviens dès qu'il y a des messages Allez, intéressants. Allez, je vous laisse, allez. tous les 2. Monsieur Hurst, bonjour. Bonjour, comment ça va Alex? Très bien, et vous? Très Ouais. bien, pas mal. Bon, Donc, cool. bien. Donc, je disais juste avant qu'on faisait une émission orientée sur le personal training. Donc, en français, ça donne un coaching individualisé. On a tendance à utiliser l'anglais. On peut dire coaching personnalisé, mais bon, ça sent pas. C'est moins sexy, ouais. C'est moins sexy. Donc, souvent personal training. Ouais. Ok. Donc, moi, juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque invité, je leur demande de se présenter. Donc, de se présenter en général. Si justement il y a activité sportive, de parler un petit peu aussi de son activité sportive, parce que c'est toujours intéressant. Et puis après, on va se lancer directement dans le vif du sujet qui est le personal training, parce que je pense que nous avons pas mal de choses à se dire là-dessus. Que vous avez pas mal de choses à nous dire. Il y a 2-3 choses à dire. Vous voulez commencer avec juste une présentation rapide? Yes. Ou pas rapide, hein, s'il y a des choses à dire, allez-y. Hein. Ok, nickel. Anglo-saxon d'origine, si je me mettrais à parler un Terry Blackson britannique, sans vous le ça se réfère à mes origines. Il faut savoir que j'ai fait mes études en Angleterre dans le très célèbre université de Loughborough en Angleterre, qui est connue. En Angleterre, c'est dans l'Angleterre, si vous voyez le Leicester, Nottingham dans le milieu, donc en plein milieu. Donc, j'irai sur Google Maps. Ouais.
ça a peut-être 2 heures de conduite au-dessus de Londres. Donc, vous arrivez au milieu. Donc, Ok. bon, disons que c'est une université qui est bien connue là-bas, moins connue pour les Français, à savoir l'université numéro 1 mondiale dans les sciences du sport et de l'éducation D'accord. physique. Savoir que D'accord. dans le classement des universités dans les sciences du sport, il n'y a pas une université française dans le top 100. Chose qu'il faut Oh, savoir. ça va, Donc, ça va, hein. Ça va. je commence par ma français. Vous jouez mieux que nous au rugby en ce moment, donc donc voilà, mais peu connu des Français parce qu'il y a Ok. cette barrière de langue à connaître ce qui se passe ailleurs. Donc, donc je suis judoka de prédilection, sélection en équipe anglaise, Ok. je rencontre ma femme à Londres en 1996-97 à peu près là, et en 1998, elle m'amène en France Parce que avec elle. c'est une Française, votre femme, du coup? Oui, ma femme est française. Non, je ne suis pas venu pour les impôts. Donc, il faut savoir que quand je suis arrivé en France, ma femme elle est militaire, ce qui Ok. engendre des déménagements avec son poste de travail. Donc, ce qui fait en sorte que j'arrive en France et je fais 8 déménagements en 10 ans. Waouh. Donc, j'arrive déjà en France, il y a un choc de culture parce que les années précédentes, après avoir fait université, éducation nationale, enseigné comment lancer le javelot et comment courir le 100 mètres dans les écoles, je passe personal trainer à Londres, là où Ok. entre 96 et 98, dans le club où je travaillais à Londres, il y avait une dizaine de personal trainers qui travaillaient à temps plein, faisant que du personal training à longueur de journée, avec des créneaux horaires remplis, avec des séances de personal training payantes en supplément à l'abonnement, bien évidemment. Et Mhm. il y a ce choc culturel quand j'arrive en France qui fait en sorte que il y a zéro personal training dans les clubs quand j'arrive. Donc déjà, il n'y a pas de process, il n'y a pas de système, il n'y a pas de marketing autour du personal training, il n'y a pas de proposition active de cette service. Il n'y a pas d'information pour éduquer la clientèle à quoi ça sert, quels sont les avantages d'avoir un personal trainer. Il n'y a pas d'incitation à prise de rendez-vous, il n'y a pas de consommation systématique. Mhm. Donc, ces processus sont totalement absents sur le marché français au jour que j'arrive. Et il fallait que je gagne ma vie. Voilà. Ce qui engendre la nécessité de trouver une base de clientèle dans les clubs qui ne connaissaient pas le personal training et Ok. démarrer le personal training à 8 fois, à 8 reprises en 10 ans, à déménager, à quitter le club, à quitter tous mes clients parce qu'il n'y avait pas de coaching en ligne. Donc, j'ai Mhm. quitté tous mes clients et je recommence à zéro 8 fois en 10 ans. Et à Waouh. chaque fois, Mais est-ce que du coup, on peut dire que c'est vous qui avez initié le personal training en France? j'ai pas des chevilles suffisamment gonflées pour en dire. Mais vous pouvez tout dire ici. Tout est À autorisé ici. vrai dire, j'ai 3500 coachs et managers fitness que j'ai eu en live, en formation présentielle, sans parler Incroyable. de ceux que j'ai formés en digital, mais aussi, disons que partout où je vais, je rencontre les bons vieux barrières des idées reçues. Dans Ouais. un pays là où il y a un gros retard dans le développement du personal training. Et il y a toujours un gros retard de personal training en France quand on compare les statistiques européennes avec tous les autres pays européens. Donc, Ouais. voilà, donc les chiffres sont sans appel. La France est bel et bien le dernier du classe européenne en matière d'exploitation, nombre de personal trainers dans les clubs et nombre de clients suivis en personal training, pourcentage de clients en pénétration d'achats supplémentaires à l'abonnement. Ok. Après, moi, ce que je comprends quand vous me dites ça aussi, c'est que il y a le personal training, la partie sport, mais Mm. est-ce que là où on aurait du retard aussi, c'est surtout le côté, enfin, il y a un autre métier, le côté management peut-être, le côté marketing, communication, où c'est là où peut-être qu'il y a le plus gros des retards, ou c'est aussi sur l'acteur sport? Oh, il y a trois gros axes de travail auxquels il y a des axes de retard. Alors, je peux en citer l'acte de vente de part du personal trainer ou deuxième, l'expérience client lorsqu'il vit une séance de D'accord. coaching. Néanmoins, ça c'est aussi une des corps compétences qui manque le plus
pour les personal trainers, même en Grande-Bretagne ou dans les autres pays. Les compétences en vente, ça manque tout de même. Ce qui manque le plus cruellement ici en France, c'est des processus de management, de mettre en place les process de marketing, de référentiel de service, prescription du service pour inciter les gens à le consommer. Et ça manque cruellement aux accueils dans les clubs de fitness. Ça commence tout juste. Il y a quelques clubs qui mettent en place un peu de visibilité, mais encore, le langage qui sort de la bouche de la personne à l'accueil du club manque beaucoup. Créer et prescrire et donner envie aux nouveaux clients qui arrivent dans le club de consommer systématiquement ce service. D'accord, ok. Alors, juste parce que c'est vrai qu'on est rentré directement dans le sujet et c'est super intéressant, mais est-ce que pour nos invités, parce que là, nous, on parle en tant que professionnels du sport, donc on se comprend direct, mais est-ce que on peut faire une présentation rapide du personal training? Qu'est-ce que c'est le personal training en gros? Alors, une personne qui arrive dans un club et on va lui parler de personal training. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, le langage que j'utiliserai pour décrire un service de personal training, si j'ai une sorte de contrôle de qualité du produit dans le club, ça veut dire qu'il faut former les coachs à bien délivrer ce que je vais dire maintenant. Mais pour moi, le personal training, c'est un accompagnement personnel, non seulement de votre entraînement, mais aussi de votre hygiène de vie au niveau alimentaire et gestion du stress. C'est une approche holistique qui permet de réduire les facteurs de risque pour votre santé et aussi accélérer les résultats au niveau, comment dirais-je, au niveau esthétique. Voilà, donc les deux vont de soi. Hein. Si vous mangez bien, vous dormez bien, vous récupérez les sources de stress, vous mangez bien. Si vous vous occupez de cette hygiène de vie au niveau holistique, ça, c'est ce qui permet d'accélérer les résultats. Donc il y a une prise en compte, non, pas seulement au niveau du sport, mais aussi de tous les facteurs qui participent aussi à l'atteinte de la réussite de l'objectif de la personne quand elle vient vous voir. Disons qu'il y a une partie majeure de l'entraînement parce qu'on est dans un club de sport, on est dans un club de fitness avec des équipements de fitness. Donc, les choses qu'on va faire pendant la séance, on va faire du sport, on va soulever des poids, on va courir, on va faire des étirements, on va faire tous les exercices qu'on puisse imaginer dans un club de fitness avec son coach. Mais on va aussi avoir un certain confident psychologique auquel on va échanger. Certains clients ils viennent et pendant les réchauffements, le plus important c'est de vider leur sac par rapport aux conneries de la vie et de vider leurs problèmes. Ils vont faire un point sur comment ils ont mangé depuis la dernière séance, qu'est-ce qu'ils ont fait comme exercice depuis la dernière séance, est-ce qu'ils ont mangé plus de fruits et de légumes que de biscuits, est-ce qu'ils ont bu plus d'eau que de Jack Daniels, est-ce qu'ils sont venus faire leur programme que vous avez programmé entre deux séances de personal training? Ils peuvent venir faire un cours collectif, ils peuvent faire un entraînement seul, ils peuvent faire un footing avec leur chien. Il y a d'autres choses qui sont programmées depuis la dernière chose. Donc, ça prend un part important dans la vie du client parce qu'il repart avec des plans d'action. Et pour cette semaine, tout ce qu'il va faire cette semaine, sachant qu'il va rendre les comptes la semaine prochaine. Et donc, ce qui fait en sorte que c'est de plus en plus une approche holistique et non pas juste soulever la main. Ok. Et vous m'aviez dit qu'à l'époque, quand vous étiez donc en Angleterre, il y a déjà des personal trainers qui étaient mis en place. Ça date depuis quand ça existe chez vous en Angleterre? Ça existe depuis un moment? C'est récent comme chez nous? C'est pour peser des chiffres, si vous regardez les meilleurs pays européens ces dernières années, je parle en capita population par personal trainer. Ok. On parle, les meilleurs pays sont entre 2000 et 4000 capita population par personal trainer. La France est à 26 000. Ok. Capita population par personal trainer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de personal trainers en France qu'il y a dans tous les autres pays européens. Pour situer l'avant-dernier, doit être dans les peut-être 15 000. Ah oui, il y a un gros gap quand même. Donc, la France est la dernière de très loin. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'il y a du boulot encore. Il y a du boulot pour mettre en place tout ça. Il y a du travail. Oui. Ça veut dire, à mon humble avis, que le coach ou le manager lambda dans son club de fitness
ne s'en aperçoit pas de l'ampleur de marché qui existe actuellement dans son club. Réellement. Ok. Mettre en place des process pour prescrire, pour mieux vendre le service, et aussi les process pour faire en sorte que le service délivré soit meilleur, les gens ils auraient plus envie de l'acheter. Parce que quand on délivre une séance de personal training dans un club de fitness, on peut avoir deux réactions. On peut avoir les gens qui vous regardent, qui disent « Waouh, ce coach, il déchire, ça donne envie de me faire coacher par lui ». Ou alternativement, il peut dire « Je ne comprends pas pourquoi les clients ils payent. Le coach, il ne fait que compter les répétitions. » Et les clients déjà. Donc voilà, l'apport du personal trainer, le personal trainer moderne, il se doit de travailler sur sa prestation pour faire de dépasser le simple comptage de répétitions, quoi. Ah, grave. C'est d'ailleurs, si le personal trainer fait tout le nécessaire qu'il faut faire dans une séance de personal training, ça ne lui laisse plus de temps pour compter les répétitions. Il ne doit pas compter les répétitions, vraiment. On pourrait aller dans les détails de pourquoi et comment, parce que certains coachs sont accrochés à leur barème de préparation physique. Mais voilà, il y a mieux à faire. Ok. Et tous les clubs sont touchés? Tous les clubs peuvent être touchés par le personal training et par le fait de pouvoir instaurer des process. Parce que là, aujourd'hui, les clubs les plus touchés, ça va être quoi? Ça va être des chaînes comme des Basic Fit, comme des Fitness Park, où il va y avoir aussi des à plus petite échelle, où tout le monde peut en bénéficier. Comment, c'est sur quelle plateforme que vous agissez? Alors déjà, il n'y a pas de club auquel on ne peut pas développer du personal training. J'ai eu des clients, des managers des clubs de fitness qui ont effectué une exploitation personal training dans des petits patelins. Ça peut être comme dans les grandes villes. D'ailleurs, les gens, dans les petits patelins, on a tendance à dire oui, mais on est à la campagne, on peut pas facturer les chers des séances, on n'est pas dans les grandes villes. Et en réalité, si, parce que la différentiel de prix n'est pas tant que ça. Donc, à l'échelle européenne, des grandes villes et des petites villes. Donc alors, pour parler de Basic Fit, ils ont commencé leur début d'implantation personal training. Dans les fitness parks, ils ont commencé un début d'implantation de personal training. On est loin des chiffres qui existent ailleurs. Je donne l'exemple pour donner le pays qui se ressemble le plus à la France, c'est le Portugal. Le plus culturellement, fiscalement, socialement, administrativement, légalement, à tout point de vue, qui ressemble à la France et le Portugal. Et la chaîne Fitness Hut au Portugal, ils ont plus de 700 personal trainers, dont 43 clubs. Donc les calculs, c'est 16 personal trainers à temps plein par club qui payent leur loyer de 500 € par mois, qui donnent lieu à une exploitation à temps plein. Donc, voilà. Donc les clubs français sont loin de là. Ok, donc du coup, là, on commence on n'a plus pas répondu à la question, mais je pense que il y a une question, c'était que du coup, l'intérêt concret, déjà, avant de parler des coachs, mais pour les clubs, quel intérêt pour le club, quel intérêt c'est d'avoir une équipe de personal trainer qui va bosser sur le terrain? Concrètement, ça va être quoi les intérêts? Alors, déjà, le premier intérêt que les managers ont tendance à regarder, ils ont tendance à regarder juste la marge, que ce soit système salarié avec les marges sur les salaires qui sont très peu, mais ou le loyer que paye le coach. Donc, typiquement, les coachs qui payent dans les 500 € par mois, c'est d'avoir ce revenu supplémentaire. Néanmoins, c'est probablement le plus petit bénéfice, mais c'est seulement celui qui est apparent aux yeux du plupart des managers des clubs. Les bénéfices qui semblent invisibles aux yeux du plus grand nombre, ce sont au niveau de la fidélité des clients et au niveau des parrainages, pour faire en sorte que les clients restent abonnés au club, qu'il y a plus d'interaction sociale dans le club, qu'il y a plus de bonjours, de sourires, d'interaction, de conseils, de données. Et sachant que si c'est un système indépendant, le coach il ne coûte rien au club. Donc, il n'y a pas de masse salariale, ou même si c'est salarié, ça amortit la masse salariale pendant qu'il travaille et qu'il est délivré du personal training. Donc, chose à savoir que bon nombre de managers sous-estiment cet effet de fidélité.
Parce qu'on connaît les stats de fidélité des clients qui consomment le personal training. Et beaucoup de managers, ils vont dire oui, mais 90% des clients ne vont pas payer pour du personal training. Et oui, mais Coco, mais ces gens-là, ils ont une interaction avec le personal trainer parce que le personal trainer les parle. Il les offre 2-3 petits conseils entre deux clients. Donc, si tu veux, ça a un effet aussi bien sur les autres clients et aussi ça a un effet sur ce qu'on appelle le onboarding. Le onboarding, c'est le système de client quand Le il arrive. onboarding. Yeah. C'est un mot pour dire système d'intégration client dans le club. Ok, wow. Ok. Le problématique, c'est que le client qui s'inscrit dans un club de fitness, bon nombre d'entre eux sont sédentaires ou ont perdu l'agnac pendant un temps. Ils ont perdu le sport, ils se sont mis à manger du McDo tous les jours et boire du Jack Daniels. Et la transformation de sédentaire en sportif, c'est douloureux, c'est difficile. Ça n'a pas les résultats tout de suite. Et ça demande beaucoup d'engagement pendant longtemps et beaucoup de détermination pour passer le cap d'avoir des courbatures et de supporter les douleurs, complexes d'infériorité, que tout le monde est plus fort que vous, tout le monde est plus beau que vous, tout le monde soulève plus que vous. Et le lendemain, vous revenez, vous avez des courbatures partout et vous êtes toujours gros et moche le lendemain. Donc, c'est difficile de s'y mettre. Et bon nombre de ces personnes-là, quand ils ont un rendez-vous dans le club avec un coach salarié ou un personal trainer, le taux de retention des clients 12 mois plus tard, c'est de 38%. Et si on met en place dans le premier mois 4 rendez-vous, donc ça, un rendez-vous induction montrer les équipements, un rendez-vous corps collectif, un rendez-vous pour discuter avec le personal trainer et un rendez-vous pour faire au moins une séance de personal training, okay, ça fait déjà les 4 rendez-vous. Si vous faites ça et vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas beaucoup de personal trainer pour suivre le nombre d'échanges. Si vous faites ça, ça passe de 38% à 70% au bout de 12 mois. Quasiment le double, quoi. Ouais, on est du simple au double de la retention des clients et ils n'ont pas besoin d'acheter du personal training le deuxième, le troisième, le quatrième mois pour faire ça. Juste le fait de les intégrer et d'avoir un petit peu d'écoute et de corriger le tir quand le client il a quelques difficultés dans le premier mois, 12 mois plus tard, ça paye cher. Donc, en gros, parce que le truc, c'est que, par exemple, avec les clubs qui ont ouvert, moi, quand je vois tout ce qui était Basic Fit, Inespart et tout, à une époque, c'était très impersonnel. En gros, vous rapportez un certain lien humain au sein des clubs pour dynamiser en fait les flux dans le club pour qu'il y ait plus de vie en fait dans les clubs. En gros, si je comprends bien. Ça fait la connexion humaine. La connexion humaine et pouvoir répondre aux nombreuses questions des clients quand ils sont en difficulté. Ils ont un petit bobo à la cheville. Ok, mais est-ce que tu peux bouger ton genou? Ok, est-ce que tu peux bouger ta hanche? Ok, est-ce que tu peux bouger ton coude? Oui. Est-ce que tu peux bouger ton épaule? Oui. Ok, j'ai des mouvements pour tout ça. On a tendance à voir ce qu'on peut faire avec la cheville. Donc, ne serait-ce que ces simples approches, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de se dire je suis blessé ou j'ai mal, j'ai un bobo, je ne peux pas aller au sport aujourd'hui, on se replie sur la sédentarité et on finit par désister l'abonnement. Donc toutes ces interactions sont perdues quand vous n'avez pas un grand nombre de personal trainers dans le club. Et ce n'est pas surprenant. Mais aujourd'hui, avant même qu'il y ait le personal trainer, l'étape avant le personal trainer, ça va peut-être être je sais pas, on peut l'appeler comment, le chef des coachs, le head coach. C'est celui qui va influer la politique là dans le club, parce que soit un manager de club, soit un head trainer qui peut recruter des coachs. Quand vous me parlez, je suis en train, vous arrivez à me convaincre, même si moi de temps en temps je suis un peu réticent par rapport à ça, mais je me dis en fait peut-être que le souci au niveau de la communication, c'est déjà de réussir à former la personne qui va gérer la salle, qui elle est peut-être à des années-lumière de se douter de tout ce process et de toutes ces statistiques, pour qu'elle, par la suite, elle se dise ok, en fait le personal training, peut-être qu'en fait je le voyais pas comme ça, mais aujourd'hui en fait ça m'a apporté un flux, ça m'a apporté de l'humain, de la fidélisation client, ça m'a apporté du coup du chiffre d'affaires et du coup du chiffre d'affaires. Une meilleure vie à côté, quoi, en gros. Et du coup, vous passez comment pour prendre contact et pour former ces gens-là? Il y a des instituts, c'est vous faites des formations? Aujourd'hui, je passe en direct, donc je délivre formation au sein du club de fitness ou dans des
formation. Donc, par exemple, j'ai des écoles de formation qu'on est en train de préparer. Vous êtes seul pour faire tout ça? Vous êtes seul aujourd'hui pour faire tout ça? Vous avez une équipe de coachs ou de gars qui sont avec vous pour pouvoir diffuser la bonne parole, ou vous êtes seul pour faire ça? Plus ou moins seul. Ouais, donc j'ai des collaborations avec des différentes clubs de fitness. Je suis partenaire avec un groupe de clubs indépendants qui s'appelle Réseau Fit. Donc on s'échange des informations, des communications, des réflexions stratégiques. Et encore, si j'ai besoin de savoir comment ça se passe dans un club, la part fitness, dans un Basic Fit, pour un head trainer qui a une opération de coach, ou dans un fitness park, bon, il suffit d'appeler le manager de club. Donc, voilà, c'était une interaction directe entre moi, les clubs de fitness, les coachs qui contactent parce qu'ils beaucoup ont besoin d'augmenter leur nombre de clients en coaching, et d'autre part des écoles de formation aussi pour ajouter des modules de formation complémentaires ou du formation continue, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation en France qui font leur BPGEP sous le CQP, et après, il n'y a pas grand-chose. C'est ça, je comptais en parler après, mais parlons-en maintenant. C'est le truc, c'est qu'on parle souvent que de sport, mais le problème, c'est qu'il y a le sport, c'est très bien. Ce que je disais tout à l'heure dans la story, c'était que la passion, c'est génial, mais la passion ne paye pas les factures. Et à un moment donné, si on n'a pas une formation, un minimum au niveau du commerce, de la vente, du management ou quoi que ce soit, en fait, vous arrivez sur un marché du travail, du fitness qui est dynamique, mais en même temps, comme on n'a jamais mis le pied là-dedans, en fait, on le découvre le jour où on est diplômé, et pas en fait en amont où on se prépare à se dire, quand tu vas sortir, tu vas avoir telle et telle option pour toi, ça peut t'apporter ça peut t'apporter ça, et c'est vrai que... Mais d'ailleurs, allez-y. Ça commence à s'améliorer, cet aspect d'aborder le sujet du business pour les coachs, parce que... Qui est essentiel. Disons les choses clairement. Si vous êtes un coach et vous avez les meilleures techniques d'entraînement du monde et vous n'avez pas de clients qui vous payent pour les dispenser, le meilleur mouvement kettlebell, tu as le meilleur tu as la meilleure technique haltérophilie, mais tu n'as personne qui te paye. Alors, soit tu es bénévole, et que Dieu vous bénisse si vous êtes bénévole, mais à un moment donné, il va falloir nourrir la femme et les gosses. On est d'accord. Voilà, donc apprenez à vendre vos services. Je dirais même plus loin. Si vous ne voulez pas vous donner l'effort d'apprendre à vendre vos services, alors c'est égoïste que vous ne voulez pas aider les gens, parce que vous ne voulez pas faire cet effort de communication pour aider les gens à comprendre en quoi c'est important pour eux de suivre un coach et d'avoir les résultats qui vont avec. D'accord. Et du coup, c'est très bien, parce qu'on est en train de parler de ça, je suis totalement d'accord. Pour les coachs, quel intérêt pour les coachs aujourd'hui? Moi, j'arrive dans un club et on me propose, où j'ai été contacté, et parce que le problème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, sur les réseaux, vous avez tellement de personnes qui vous disent, tu veux gagner 10 000 balles par mois, tu veux faire 30K de chiffre d'affaires en plus grâce à ça. Il y a tellement en fait d'offres tu veux devenir riche en 3 clics, tu veux faire. Mais demain, concrètement, moi j'arrive dans un club. Voilà, j'arrive dans un club et j'ai été contacté, je viens pour un entretien, pour échanger avec la personne. Quel est l'intérêt? Je sais qu'on va quand même parler des limites après, hein forcément. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui pour le coach de devenir personal trainer au sein d'un club? Alors, déjà, des tunnels de vente et gagner 10 000 par mois en travaillant 2 heures par semaine, en buvant des pina coladas sur une plage à Bali, c'est pas trop mon truc. Vraiment pas la quantité de publicité que j'ai dans mon fil Instagram. Les gens disent nouveau système révolutionnaire venu des États-Unis. Alors, s'il vous plaît, dès que vous entendez ça, supprime. Voilà. On est d'accord sur ça. L'idée, c'est de gagner sa vie convenablement et de dispenser sa passion. OK? Et de pouvoir arrondir les fins de mois. Et si le coach il gagne 3, 4, 5 000 par mois et qu'il arrive à payer ses factures, c'est déjà bien. Alors, il y a des coachs qui gagnent plus, oui.
ça arrive. Et si vous voulez plonger dans le business model, OK, on peut faire ça. Mais déjà, arriver à vendre une base de clientèle pour que vous vendez suffisamment cher pour que vous ne vous fatiguez pas à faire 60 heures de coaching par semaine, parce que ça, c'est vraiment fatigant. Il va falloir vendre suffisamment cher pour que vous puissiez faire une vingtaine d'heures de coaching par semaine. Vous puissiez faire ce que vous aimez faire. OK, pas être un influenceur, travailler sur les réseaux en permanence. Oui, du concret, quoi. Du concret, pas que des images, mais. Un coach qui fait 50-60 euros de l'heure et qui fait 20 heures de coaching par semaine, il finit avec 5 000 à la fin du mois. C'est pas hors de portée. Bon, il va payer un petit peu de charge là-dessus, mais il va gagner convenablement sa vie. Et surtout, il va éviter la fatigue d'enchaîner une grande quantité de cours collectifs. Alors, les cours collectifs, je les aime bien. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années. J'étais training manager pour la société qui diffuse les cours Les Mills. Donc, je m'occupais de toute leur opération. Je croyais cuisse abdos fessiers, moi. Je croyais que c'était ça. Voilà. Donc, alors là-dessus, il y a un point important parce qu'il faut comprendre l'évolution du coach sportif en France. Quand je suis arrivé en France, c'était abdos fessiers, cuisses, taille cuisse, LIA, cours de step, et ça finit par un cours de stretch. Les coachs faisaient 20 heures de cours par semaine en faisant cela, et c'était facile à faire parce que la charge physique n'était pas la même. Donc, quand les cours Les Mills sont arrivés, on faisait des cours de pump avec des barres bien chargées, commençait à faire des cours de body attack et de body combat. Et ça tabasse quand même, ça. Hein, ça tabasse quand même, ça. C'est une dépense physique là où il faut s'accrocher, il faut avoir une bonne condition physique en tant que coach. Mais on n'a pas changé le modèle économique et social du professeur de fitness. Donc, on a gardé le même niveau de paye, qui était souvent le SMIC, et on a gardé le même nombre d'heures de cours collectifs par semaine, avec la charge physique qui s'est augmentée. Donc, et est-ce que vous avez eu des statistiques par rapport à ça sur la casse, par exemple, de certains coachs, ou il n'y a pas de reflet? On a tendance à dire que la moyenne de fitness, professeur de fitness en France serait de 3 ans de longévité. Parce qu'il y en a beaucoup qui quittent. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, ça dépend comment on l'étudie et auprès de quelle audience on étudie. Mais voilà, il y en a beaucoup qui quittent le métier. Ou qui quittent le club et qui font du coaching à domicile. Il y a une fossé, quand tu disais quel est l'intérêt pour le coach tout à l'heure, il y a un gros écart entre les clubs de fitness et les coachs aujourd'hui. Et les clubs, ils ont du mal à faire revenir les coachs dans les clubs. Les managers, ils ont du mal à les faire revenir. Alors, ça s'est évolué parce que les coachs, ils en avaient marre de travailler à tir et rigot, à délivrer une grande quantité de séances de cours collectifs et se fatiguer à force. Et on a oublié le fait que si vous allez en Nouvelle-Zélande, là où proviennent les cours Les Mills, en moyenne, ils donnent 2 ou 3 heures de cours collectifs par semaine chez Les Mills. Okay? Donc, parce que quand vous allez à Les Mills World of Fitness à Auckland, dans le club Les Mills Auckland Central, est-ce que tu sais combien de personal trainers à temps plein qui payent leur loyer de $700 par mois? Il y en a? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. T'as un chiffre? Allez, vas-y. Non, franchement, en fait, je suis complètement déconnecté, mais faites-nous rêver. Écoute bien, il y a 100, j'ai dit bien 100 personal trainers à temps plein dans un club, dans le club Les Mills World of Fitness au clan central. Il y a 100 personal trainers à temps plein qui payent leur patente pour le droit d'exploitation de la clientèle dans le club. Alors, à savoir que probablement la moitié d'entre eux donnent 1 ou 2 cours collectifs par semaine pour se faire plaisir, pour faire mumu sur la scène. Oui, à ce rythme-là, ça quand même. Ce rythme-là, quand on... Là, tu as un moment social que tu es content d'être là. C'est pas ta voilà. Qu'à la fin de la semaine, la personne, elle est ruinée, plus de hanches, plus de genoux, plus rien. Tu as envie de te donner pour les clients qui, eux, font 2 ou 3 cours par semaine. Et tu partages un bon moment ensemble. Et il y a d'autres bénéfices pour le manager de club. C'est que quand il a un coach qui est fatigué, blessé, malade, en vacances ou autre, quand il n'est pas là, il y a l'équipe derrière.
cinquantaine d'autres qui sont tous formés au body combat pour remplacer le mec qui n'était pas là pour son body combat. Eh oui. Donc, tu as une facilité déconcertante à remplacer les cours parce qu'on a mis en place un modèle social qui donne une raison de garder les coachs dans le club. Alors, on a eu Enfin, tout part d'en haut et puis après se diffuse et ruisselle après. Là. On a eu ce problématique-là. Il y avait déjà une divergence qui était en train de se passer. Et puis, on est tombé sur le Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Covid? Il y a eu des obligations de piquer les gens dans les épaules pour pouvoir... Ouh là là, je ne peux pas aborder le sujet, c'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les coachs, ils sont jeunes, ils sont en forme, ils ne se sentent pas besoin d'avoir un produit chimique de Pfizer pour rester en vie contre une grippe. Et ils se sont dit non, non merci. J'ai pas... Et le manager de club, il a dit oui, mais les lois, c'était même contre la loi, les lois Nuremberg de la discrimination. Mais on avait une espèce de psychose collective qui a fait en sorte que les clubs, les coachs étaient exclus de leur travail. Donc, on a accéléré le clivage entre les clubs de fitness et les coachs. Et les coachs, ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller travailler ailleurs et je vais faire autre chose. Donc, et après, on ne savait pas mettre en place le business, on ne savait pas mettre en valeur les coachs, on ne savait pas marketer les coachs, ce qui fait en sorte que les coachs ne gagnaient pas aussi bien leur vie qu'ils devraient. Parce que le processus de mise en relation et de consommation systématique était absent dans les clubs. Donc, ça empile le nombre de problèmes. Ok. Et déjà, merci pour toute cette information, c'est super intéressant. Ça dégrossit un petit peu le tout. C'est super intéressant. Moi, une question qui me vient, que j'avais commencé à vous poser la dernière fois qu'on s'était vu rapidement pour vous demander si vous pouviez être dispo ce soir. Et je vous avais dit, ne développez pas trop, je préfère qu'on développe justement en direct live, comme ça au moins on est du temps. C'est bien que ça part en live. Good. Voilà. C'était le truc de se dire, c'est que moi, quand je vous entends parler, et c'est, je pense, indispensable, qu'il y ait des objectifs de rentabilité, que de toute façon, à un moment donné, pour qu'un club tourne et pour qu'on puisse rémunérer correctement les coachs sportifs, il faut à un moment donné qu'on puisse se pencher dans le monde vaste de la vente, du marketing, de la communication. Mais est-ce que il n'y a pas un risque à un moment donné entre le club sportif et le coach qu'il y ait une certaine, on va dire, déshumanisation de la relation qui fait qu'elle pourrait se retranscrire sur le plateau de musculation entre le client et le coach. Du fait qu'il y ait toujours ce devoir de rentabilité, qu'il y ait toujours pas qu'il y ait toujours, mais qu'à un moment donné, on est obligé de parler de rentabilité, on est obligé de parler de chiffres. Mais est-ce que, du coup, en plus du fait que peut-être que les personnes qui soient au-dessus, quand je dis les personnes au-dessus, c'est peut-être les head coach, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ne soient pas forcément formés pour transmettre l'information, donc qu'ils aient un certain stress ou une certaine mécontentement entre les deux qui pourrait justement accentuer ce clivage et qui pourrait faire qu'après, ce manque, entre guillemets, je mets de gros guillemets quand même, d'humanité là-dedans, dans ce discours-là, pourrait se retranscrire après sur le terrain. Alors, ça demande à intégrer des étapes dans le processus commercial. Ok. Donc, je donne un exemple. Alors, il y a 5 grandes méthodes de trouver des clients en personal training qui sont onboarding, prospection directe dans la salle, développer des parrainages, faire du marketing, avoir un réseau de prescripteurs. Okay? Donc, on peut faire un détail pendant 3 jours sur chacun de ces 5. Mais sur ce deuxième, la prospection directe dans la salle, quand le personal trainer va dans la salle, il va rencontrer les gens. Et il a une série de 7 étapes qui sont désignées par un consultant qui s'appelle Nick Jarvis, qui a fait exploser les chiffres de personal training en Angleterre dans les clubs Home Place. Et il y a une sorte, avant d'entamer les étapes, il y a ce qu'on appelle la sorte de 0e étape, c'est oublier le portefeuille. C'est focaliser sur le fait que tu vas aider les gens et non pas combien d'argent que je vais gagner. Et le parallèle, c'est la chose suivante, c'est que c'est comme si tu vas draguer dans une boîte de nuit. Non, moi je fais pas ça. Peut-être que ma femme m'écoute là, donc non, je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça. Imagine, Alex, tu vas dans une boîte de nuit, ça fait depuis 6 mois que tu n'as rien touché. Et vraiment envie de ken ce soir, et tu vois une jolie fille et tu te jettes dessus
ok, parce que tu as envie, quoi. Ok. Euh, C'est lourd, elle va le ressentir, elle va reculer, elle va prendre ses distances. et elle va danser. Et tu vas probablement foirer toutes tes chances si tu commences à penser au résultat. Au final, ouais, je vois ce que je veux. Ok. Le mec cool qui dit oui, salut, comment tu vas? Ouais, tu as un coup à boire, mais sans attendre rien. Ce mec-là, il a plus de chances de niquer ce soir, excuse mon langage, que le mec. Je comprends. Donc, si tu veux, le personal trainer qui pense d'abord à l'argent, ça va se ressentir dans sa vente parce qu'il ne sera pas focus sur comment est-ce qu'il va construire une plan d'action pour le client. Il ne va pas construire sur l'attention portée aux gens. Il ne va pas parler de comment ça se passe depuis ton dernier entraînement. Il dit, moi, Ginette, ton chien, il avait mal à la patte la semaine dernière. Comment ça va? Comment ça a été après le body attack? C'est s'intéresser aux gens. Oui, bonjour Marcel, comment ça va? Oui, je t'ai montré des exos pour les bras les dernières fois. Qu'est-ce que je te montre aujourd'hui? Comme apporter de l'information, que ce soit des infos nutritionnelles au niveau de l'hygiène de vie, le sommeil, etc. Donc c'est apporter de l'attention aux gens. Les gens n'attendent pas dans les clubs de fitness, n'attendent pas des programmes personnalisés, ils attendent des attentions personnalisées. C'est sûr que vu comme ça, pour le coup, je comprends beaucoup mieux et c'est vrai que vu comme ça, je comprends. Et du coup, je gratte encore un peu, mais je me dis, est-ce que du coup, comment garder je vais m'expliquer, mais comment garder au calme un coach quand on lui dit, tu vas commencer justement par ne pas penser au final, parce que si tu fais, en gros, si tu fais trop le lourd, la personne, elle va pas s'accrocher. Mais que de l'autre côté, cette personne doit payer 500 balles de loyer. Est-ce que, voilà, et à un moment donné, la personne. Il faut faire son chiffre d'affaires pour valoir le loyer et gagner sa vie. Donc voilà. Je suis d'accord, mais à un moment donné, c'est bien beau, mais la personne, elle a quand même indirectement, à l'arrière de la tête là, de se dire ok, j'ai ma technique de vente, elle est très bien et tout. Et c'est vrai, parce que quand vous me le parlez comme ça, quand je le vois comme ça, c'est vrai que ça coûte de source. Mais c'est vrai que peut-être qu'indirectement aussi, à un moment donné, il y a 500 ou 600 balles à donner à la fin du mois et qu'à un moment donné, la passion et le fait de se dire oui, bonjour Ginette, comment ça va? Tu as juste envie de lui dire hey, Ginette, paye Ginette et après on parle. Vous voyez? Oui, sauf que ça ne marche pas quand tu veux draguer. Tu dis salut cocotte, tu veux coucher avec moi ce soir? Oui. Non, ça ne marche pas. Malheureusement, tu es obligé de lui offrir un petit coup à boire, voire éventuellement l'amener à manger. Et peut-être 2-3 semaines plus tard, elle couche avec toi. Donc, voilà, donc tu es obligé d'être gentil avec elle. Voilà, donc pour mesurer ça pour le coach, il faut faire une ingénierie inversée. Donc, quelque part, oui, on a un objectif quelque part, mais si tu veux un certain chiffre d'affaires et tu as fait un certain nombre de. On revient à une étape, il faut un certain nombre de clients qui te payent tant. OK. On revient à une étape, il te faut un certain nombre plus grand qui est de prospects. C'est-à-dire, le prospect, ça s'identifie, c'est quelqu'un qui a pris un rendez-vous pour s'asseoir avec toi, pour établir un projet de suivi. C'est un potentiel client qui a qui a accepté de prendre un rendez-vous pour qu'on s'assoie, pour qu'on parle d'un projet ensemble et pour qu'on parle d'argent. Donc, il doit savoir qu'on va parler d'argent dans ce rendez-vous. S'il ne sait pas que vous avez pris ce rendez-vous pour mettre en place un plan de suivi et de parler de budget et de moyens financiers, si le client ne fait pas ça, alors vous avez mal expliqué les choses aux étapes précédentes. D'accord. Vous n'avez pas bien confirmé le rendez-vous au téléphone, vous n'avez pas bien expliqué la chose quand vous avez pris le rendez-vous avec le client. Donc ça demande d'étudier les expériences. Donc ça, donc il vous faut, pour avoir un certain nombre de clients, il faut un plus grand nombre de prospects. Pour avoir ce nombre de prospects, il faut un encore plus grand nombre de contacts. Pour avoir des contacts, il faut aller dans la salle et rencontrer. Bonjour. Eh oui. Voilà. Mais comment ça se fait alors aujourd'hui? Comment ça se fait que quand vous avez un club, je ne dirais pas de nom parce que je n'ai pas de nom à dire, mais qu'il y a un club où il y a un fichier client où les mecs ils sont 1500,
comment ça se fait que la personne qui va au-dessus gérer ce club-là ne va pas se dire à un moment donné, ne va pas voir, en fait, je vais pas dire la poule aux œufs d'or, mais quand il y a 1500 clients potentiels, comment ça se fait aujourd'hui que c'est pas dans les mœurs françaises, ça? Comment ça se fait que le gérant, le head coach, le gérant du club, les gérants des clubs d'aujourd'hui ne mettent pas plus en place du coup le personal training, parce qu'aujourd'hui, en général, les clubs ils sont entre ces 100 1500 clients par club. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce réflexe de se dire ok, un club des personal trainers, en fait, une équipe de personal trainer / vendeur, parce qu'il y a aussi une partie vente, donc des personnes qui vont aller appeler le fichier client, qui vont relancer, qui vont, comme dans toute entreprise. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ça aujourd'hui? Bon nombre de managers de clubs, ils sont pris à la gorge par le temps, par les tâches, parce que nombre de managers de clubs, ils passent leur temps à s'en occuper de la comptabilité, à s'en occuper des ventes d'abonnements, le plan de communication, les réseaux sociaux, nettoyer le sol dans le club, le planning des coachs, assurer le nombre de cours collectifs, répondre aux questions des clients, mettre en place des événements de base comme un petit déjeuner le week-end, des choses comme ça. Ça se fait avec des rétro-planning et des communications, etc. Ils ont de la comptabilité à faire pour payer les salariés, payer le gaz, l'électricité, les impôts, etc., payer le loyer sur le bâtiment. Tout ça, c'est déjà beaucoup de boulot. Et de gérer un département de personal training en plus, ça demande de l'expertise. Donc déjà, c'est pas toujours l'expertise qui est présente. Donc pour pouvoir, et une fois qu'on a l'expertise, d'ailleurs, j'ai un module en ligne que les managers peuvent suivre, s'appelle Personal Training Management, là où ils travaillent sur toutes les compétences nécessaires pour que le manager puisse s'étoffer de la compétence nécessaire. Et une fois qu'il y a la compétence nécessaire, il faut passer les étapes de recrutement. Et une fois que tu as recruté les gens, il faut les intégrer, il faut les former. Parce que comme tu disais tout à l'heure, les coachs n'arrivent pas tout cuit formés commercialement ou en service client. Donc, il faut s'en occuper. Et prendre le temps de ça. Voilà, et une fois que tu les as fait une formation initiale, il faut faire un suivi régulier avec les coachs, faire ce qu'on appelle le pilotage commercial. Donc, le pilotage commercial que le manager de club il fait avec ses commerciaux à l'accueil du club pour vendre les abonnements, il y a autant à faire avec les personal trainers dans le club avec les clients. Donc, pour piloter et accompagner les personal trainers à faire leur vente. Et quand ça va mal pour le coach, c'est de savoir pourquoi, regarder ses KPI, ses Key Performance Indicators, ces indicateurs clés de performance. Donc, il faut prendre le temps de les mesurer, faire les comptes rendus, savoir ce qui se passe. Donc, ça demande un effort et c'est une des raisons pour lesquelles certains managers des clubs ils disent je ne veux pas m'en occuper, c'est trop compliqué, je ne vais pas m'en occuper. Il lègue. Ce qui peut être compréhensible. D'accord, oui, et du coup, il le transmet. Le head trainer, c'est l'opérateur indépendant qui paye un master loyer au club pour exploiter une équipe de personal trainer. Il le fait à la place du manager. Ok, ouais, parce que là, il y aurait des strates à créer dans l'entreprise. Parce que là, quand vous me dites, déjà rien que le gérant du club, il a déjà un bras comme ça à gérer. Et si en plus on doit lui rajouter le double derrière, il y a quelque chose à un moment donné où, soit le club, soit l'organisme qui va permettre d'être. Il va falloir plus de monde en fait. Disons c'est qu'on voit qu'il y a quand même énorme. Outre le business déjà qui pourrait être fait avec les clients, il y aurait déjà un business à faire au sein de notre propre marché du travail du fitness, où là, il y aurait une réorganisation complète à faire, où ça pourrait même démarrer déjà de l'école, où on pourrait même avoir dans les écoles des formations, non pas pour être coach, mais pour être peut-être être coach sportif, oui, mais comment on pourrait aider les head coach ou les head trainers ou les gérants de salle à intégrer le personal training, parce que moi je vous avoue, moi quand on me parle de personal training, je vois ça comme les pubs quand on vient me voir sur Instagram et comme dit tu veux gagner 10 000 € par mois avec une pina colada. Moi c'est ce que je vois en fait. Et quand parler avec vous, je suis quand même avec la personne qui a intégré le personal training en France, donc c'est quand même le spécialiste, mais
Ouais. comprends mieux et je suis moins réticent du coup à ce domaine-là. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a encore potentiellement euh, un manque qui pourrait permettre un réel confort à la fois au coach et à la fois, je pense aussi au gérant de se dire, ok, je suis personal trainer ou je rentre dans le personal training, mais derrière ça, ben mon coach, il va être, ou mes coachs vont être contents de bosser avec moi et ne vont pas se faire ruiner d'heures de ci, de là. Et à la fois le gérant de se dire, mon Dieu, je suis parti dans ce délire de personal training, mais comment vais-je faire pour gérer tout ça, quoi? C'est du taf. Chose qu'il faut savoir que si vous allez en Angleterre, la plupart des clubs ont un poste de travail désigné qui s'appelle Personal oui. Training Manager. Donc, c'est qui entend le mec, il est payé à temps plein pour faire la tâche du Personal Training Management. Ça veut dire qu'il y a du taf. C'est pas là où tu dis bon, les coachs, allez-y, faites du coaching et rapportez-moi un loyer à la fin du mois. Parce que... Et moi, voilà, c'est ça. je reste sur une plage à boire des pina coladas et attendre que les revenus rentrent. Non, il faut animer tout ça. Et voilà, donc c'est du. Mais ça vaut massivement le coup de le faire parce que, avec, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que les stades du onboarding, vous mettez en place le onboarding, la fidélité client, ça vous change d'une année à l'autre, ça vous change gravement votre club. Et ça évite d'avoir juste des clients fantômes qui payent juste leur abonnement et qui ne viennent pas. Mais là, on aurait des clients qui payent, mais qui viennent, qui font partie de la vie et qui donnent la vie dans le club, quoi. Qui font la pub, qui continuent année après année et qui te ramènent leurs amis et qui fait croître le nombre d'adhérents dans le club parce qu'il y a de vraies interactions. On ne peut plus se permettre, on est en 2024, on ne peut plus se permettre de baser notre vente sur une mensonge. De dire oui, madame, mais bien sûr, vous allez perdre du poids, mais oui, bien sûr, ça va marcher. Et juste inscrire et laisser les gens faire. Et même pour les clubs qui se donnent l'effort d'avoir des coachs inclus dans leur abonnement, qui ne sont pas nombreux aujourd'hui, mais même si vous faites ça, c'est tellement peu d'avoir un 35 heures pour 1000 ou 1500 adhérents dans un club. C'est incroyable. Vous prenez un coach à 35 heures qui a dans un club à 1000 adhérents, ça fait un rendez-vous toutes les 26 semaines. 28. Voilà. Donc, ouais, c'est dérisoire par rapport au nombre de clients. La quantité d'attention que tu peux diviser parmi 1000 adhérents, tu prends un mec par 1000, comment il fait? Donc, il y a tellement. Donc, voilà. Le mec, il a pas 10 ans et encore, il loupe des occasions de tous les côtés. Ça. Et si vous faites juste 10% de la clientèle qui consomme du PT, bah, ça veut dire que tu as une centaine de clients qui achètent du personal training. Ça veut dire que tu as 5 mecs qui font 20 heures de coaching par semaine. Donc déjà, tu as 2500 € par mois qui rentrent dans le club en matière de loyer. Ça ne te coûte pas de loyer. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu les pilotes un peu. Mais tu vois, 5 mecs qui vont dans le club, qui serrent la main et qui disent bonjour et qui offrent du conseil et qui font des événements et qui font du social dans le club aussi, avec ceux qui ne payent pas de personal training. Donc, c'est la connexion entre les personal trainers et ceux qui ne payent pas de personal training. Quand ils s'intéressent à ces gens-là, ils vont boire le café avec, ils vont discuter et ils vont faire en sorte que le club soit un vrai lieu social. D'accord. Et est-ce que pour vous, du coup, aujourd'hui, il y a quand même des limites, des inconvénients au personal training, que ce soit pour le coach ou que ce soit pour les clubs? Est-ce que il y a des limites à ça? L'inconvénient? Or, le fait que, ce que je peux voir, c'est un inconvénient malgré lui, dans le sens où, du fait que ça soit pas réellement établi, les conditions ne sont pas idéales à la fois pour le gérant ou pour le coach de rentrer, parce que des fois, c'est un petit peu, entre guillemets, je mets des guillemets, mais rudimentaire, le fait d'amener ce protocole-là, qui est quand même énorme, de vente, de formation. Pour le mettre en place, il faut sortir du zone de confort. Il faut pour que le coach puisse s'exposer au jeu de rôle en vente, qu'il s'expose en jeu de rôle en expérience client. Déjà, il se met en question par rapport à comment il enseigne. Parce que ça, quand on n'a jamais fait de vente, c'est compliqué de se mettre devant 12 personnes et de dire bonjour et de faire un jeu de rôle et tout quand même, parce que ça peut être complexe quand on n'a jamais fait de vente de sa vie.
Moi, c'était ma formation initiale. Et au début, je me rappelle quand j'y suis allé. Bon, après, l'habitude fait que ça devient facile. Mais au départ, et surtout quand on vient d'une formation sportive, de passer, de se mettre en situation, de parler tout, c'est pas forcément évident par moment. Mais il faut sortir du zone de confort, il faut se mettre la pression du jeu de rôle devant les autres pour que lorsque tu seras devant le client, le jour où tu es fatigué, tu as mal dormi la nuit dernière parce qu'il y a une connerie à la maison et que tu es stressé, tu n'es pas dans tout seul. Voilà, si tu t'es entraîné, si tu te mets en position de stress devant les gens à faire un jeu de rôle, tu as le pire des jours là où tu es fatigué et tu as les clients qui te posent des questions et des objections les plus difficiles, tu as déjà le répondant. Quand tu t'es entraîné sur une situation jeu de rôle comme ça coule de source et tu as toujours des réponses. Et ça m'arrive des fois en formation. Je vais avoir des coachs pendant 2 jours, je suis devant les coachs et ils disent « Oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, il y a même ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. » Mais si j'ai les réponses tout de suite. À la fin des 2 jours, ils disent « Putain, mais il n'y a plus de réponses, il n'y a plus de questions à poser. » Juste y aller, quoi. Vous trouvez des clients dans ces situations-là, c'est là où vous avez des signatures de contrat de façon aisément et tranquille. Ok. Et moi, j'avais une dernière question à vous poser. Attendez, je vais changer de place. Je vais aller dans la salle. Okay. Je me fais déloger par les anciens du club parce qu'ils vont me prendre l'apéro là. Et je me fais déloger, donc je vais aller dans la salle. Pendant que tu es en train de te déplacer là, Alex, je vais lire dans les questions, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a demandé, Alt S, qui a demandé quel pays est le plus avancé dans l'accompagnement personnel. En France, on a l'impression que beaucoup d'autos proclament coach et c'est un fléau. Ok. Bon, déjà, les pays les plus avancés, on peut parler de la Grande-Bretagne. Allez, de suite, la Grande-Bretagne, comme par hasard. C'est peut-être pas c'est pas le top du top, mais pas mal. L'Irlande, Suède, Norvège, Pays-Bas sont les meilleures exploitations. Ces 5 pays que je viens de citer se trouvent dans les alentours entre 2000 et 4 ou 5 000 capita population par personal trainer dans le pays. Je ne parle pas de population dans les clubs, je parle de population dans la ville, les gens. Donc, si tu veux, ces pays se sont avancés pas mal et ce n'est pas un hasard que lorsqu'on a développé un nombre de personal trainers, en pyramide hiérarchique, c'est-à-dire que quand tu as une toute petite base de nombre de coachs, la qualité du coaching est moindre. C'est comme si tu fais un concours, et tu es le meilleur dans un concours sur 100 personnes, tu n'as pas besoin d'être suffisamment bon pour être le meilleur. Je vois ce que je veux. Oui. La concurrence fait dépasser fait se repousser ses propres limites pour être meilleur à un moment donné aussi. S'il y a 10 000 coachs, pour être le meilleur coach sur 10 000, il faut que tu sois sacrément bon. Donc, juste pour te dire, entre guillemets, c'est la raison pour que les gens puissent comprendre ce que je viens de dire, c'est la raison pour laquelle la Belgique ne battra jamais la France au rugby. Parce qu'il y a un nombre de joueurs de rugby en France qui font en sorte qu'il y a une compétition. Si vous avez, imaginons que vous avez 3 millions de joueurs de rugby en France, tu mets les 15 000 meilleurs sur le terrain. C'est des... Ils se sont sortis les doigts pour pouvoir performer. Voilà. En Belgique, les joueurs professionnels de rugby, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc déjà, ils ne sont même pas professionnels. Donc, ils sont même pas, ils sont experts comptables. L'équipe de Belgique de rugby, ils sont experts comptables, dentistes, coiffeurs. Et donc, si tu veux, et les joueurs de rugby, il y en a peut-être 150, j'invente, mais tu prends les 15 meilleurs sur 150, ils ne sont pas aussi bons que les 15 meilleurs français parce qu'il y a 3 millions et une grosse compétition. Donc, si tu veux travailler, si tu veux fabriquer de la qualité du suivi client en personal training, il te faut un nombre de personal trainers grandioses pour fabriquer de la qualité. Et c'est une grosse malperception, si ça se dit. Mauvaise perception. Oui, une mauvaise perception par rapport à la quantité et la qualité.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, surtout avec l'advent du CQP, ils disent oui, mais on va fabriquer beaucoup plus nombre de coachs et on ne peut pas faire la qualité en même temps que faire la quantité. C'est sûr que quand tu fais de la quantité, il y en a des bons et des mauvais, mais les mauvais vont être, il va y avoir une sélection naturelle des mauvais par le consommateur. Le consommateur va sélectionner les mauvais, il ne va pas acheter son coaching parce que son coaching, ça ressemble à rien, et son interaction humaine en acte de vente, ça ressemble à rien. Donc, on ne va pas acheter leur service et ils vont mourir à petit feu. Et les bons, ils vont rester. Donc, fabriquer de la quantité t'oblige à avoir de la qualité au haut de la pyramide. Je vois très bien. Voilà, donc c'est la réponse à tous les coachs qui disent oui, la qualité, tu ne peux pas avoir la qualité en faisant rapidement un diplôme. Gna, gna, gna. Non, tu vas mettre beaucoup de coachs le pied à l'étrier. Et les meilleurs qui se forment régulièrement, qui s'améliorent et qui travaillent sur leur prestation, ils vont se démarquer et tu vas avoir, comme dans tous les autres pays, un accès rapide au métier. Et du coup le recrutement de ces personal trainers au sein des clubs, il se base sur quoi? Uniquement sur un diplôme ou derrière vous avez une autre démarche de ressources humaines pour pouvoir... Ouais. Ça dépend. Oui, parce qu'en fait, moi par exemple, en région PACA, tous les ans, il y a 400 coachs qui sortent. Et il y a différents organismes de formation. Enfin, on peut le dire franchement, il y en a certains où on forme des coachs, il y en a d'autres où c'est les coachs achètent leur diplôme par le biais de certaines allocations de la région qui leur permettent de devenir coach, mais les mecs ne savent même pas pourquoi ils sont devenus coachs aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment vous arrivez à faire le tri au milieu de tout ça? Alors déjà, ça dépend sur l'offre et la demande. Parce que si tu as, par exemple, tu as un club de fitness, et maintenant ce club de fitness, en professionnel, il a une mauvaise réputation. Ok, vous allez avoir tous les contacts du monde, et vous allez avoir très peu qui veulent coacher dans votre club. Donc, je vous donne l'exemple. Je vais pas nommer le club, mais j'ai eu une opération de head training ici dans le sud. J'ai fait mes emailing parce que j'ai 17 000 coachs et managers sportifs sur mes emailing. Et j'ai envoyé mes emailing et j'ai eu une centaine de personnes intéressées. Okay, mais ils m'ont dit, David, j'ai super envie de travailler avec toi, mais j'ai pas envie de travailler dans ce club-là, avec cette chaîne-là. Okay, donc, il y a eu des a priori, peut-être par rapport à la chaîne de club dans lequel c'était. Je ne vais pas le nommer pour les respecter, mais il s'est passé un déconnect quand ils ont vu dans quel club c'était. Donc, et parmi les 100 qui disaient, David, j'ai envie de travailler avec toi, j'en avais que 2 qui voulaient travailler dans ce club. Ce qui faisait en sorte que je n'avais pas de pouvoir de sélection. Alors, malheureusement, l'un entre les deux, son mari l'a quitté 2 semaines après le recrutement et ça lui a causé beaucoup de soucis et elle n'était pas dans l'état de gérer un business. Donc, continuer. Et l'autre s'est trouvé tout seul, il n'avait pas la confiance pour approcher les gens, ni l'ouverture pour apprendre ce que je pouvais lui donner. Donc ça m'a fait un gros échec, ça m'a fait un gros claque dans la gueule. Parce que, contrairement à tellement de coachs et de managers qui arrivent à planter les choses suite à la formation, j'ai eu une opération de recrutement qui a fait une bide. Et ça fait mal sur le coup, et quand l'offre et la demande est mauvaise, vous ne pouvez pas sélectionner. Alors, quand j'ai un club là où c'est un beau club qui déchire, qui a un management humain, qui a un pilotage commercial du personal training, et dans le club, il y a des personal trainers qui réussissent, c'est qui parlent bouche à oreille entre les coachs. Donc là tu as plein de coachs qui veulent travailler dans ce club. C'est le cas de Les Mills World de Fitness à Auckland. Il y a une liste d'attente des gens qui veulent être coach dans ce club. D'accord. Okay. Il y a 100 personal trainers dans le club déjà qui gagnent leur vie, qui parlent de ça. Et cette bouche à oreille. Et du coup, à ce moment-là, pour faire la sélection, c'est quoi? Ça va être des tests physiques? Alors, il faut... Ça va être des tests en lien avec le management. Comment vous vous dites, peut-être ce coach, il va être mieux que tel coach? Des résultats sportifs à l'intérieur, des comparaisons de résultats avant-après que le coach a généré? Qu'est-ce que...
ça permet un petit peu d'aider à la fois d'éclaircir un petit peu et pour nos futurs là, nos Ouais. futurs coachs, de savoir Je un leur petit peu demanderai comment se mettre déjà en valeur aujourd'hui. Ouais, je leur demanderai au coach qui est recrue potentiel, déjà entraînez-moi, faites-moi une séance de personal training et je vais Ok. voir s'il est motivant, s'il explique les choses clairement, s'il arrive à décomposer les informations, s'il arrive à servir des cueing visuel-auditif kinesthésique. Si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, mais s'il a envie, qu'il est motivant, qu'il est communicant, c'est déjà un bon premier pas et après on peut le former. Pour affûter ces séquences de coaching, que ce soit hygiène de vie ou pendant les exercices, et faire en sorte qu'il soit attentif, qu'il puisse se servir de ses mains et faire du kinesthésique. Sinon, il faut qu'il apprend. Voilà, donc puis on parlera du mindset. Est-ce qu'il est responsable de son résultat ou est-ce que si ça se passe mal, est-ce qu'il va se mettre à blâmer les autres? Donc il puisse être dans un mindset de responsable. Aujourd'hui, si je suis à grande échelle pour les grandes opérations, je rajouterai une test de QI parce que pour certains niveaux de QI, on ne peut rien faire avec les gens. Et c'est triste de le dire. Ça semble gros de le dire, mais c'est des statistiques de l'armée américaine qui sont les meilleures dans le domaine. Malheureusement, c'est 15% de la population. C'est en dessous de 85 de QI. L'apport à une entreprise ou à une action militaire ou quoi qu'il en soit, le poste que vous leur donnez, le rapport est négatif. Ok. On ne peut rien faire avec 15% de la population. Et c'est triste. Ça veut dire que bon, certains de ces gens, ils sont dans les entreprises, ils sont en train de freiner l'entreprise. Il faudrait peut-être mieux les mettre au chômage parce que. Mais c'est dur. Mais ça, je trouve que c'est très anglo-saxon. En fait, c'est réel, mais c'est très anglo-saxon d'avoir cette franchise qui peut nuire et faire mal, mais qui en même temps est tellement réel sur. Parce que... je me permets de faire un petit astérisque. Ok. On a bien beau à se penser intelligent. Ok, je vais pas me porter une certaine estime là-dedans. Je n'aime pas parler de moi personnellement sur ce, mais à côté de ça et à côté du quotient intellectuel, il y a le quotient émotionnel. Et chose qu'il faut savoir, mon quotient émotionnel, c'est-à-dire mon empathie ou mon quotient empathie, la perception des émotions des autres, je suis non pas faible, mais handicapé. Comme ça, rigoler, pour le dire, quelque chose que pas tout le monde sait, qui donne l'espoir à tout le monde, c'est que je suis autiste Asperger et quand je suis face à quelqu'un, je suis totalement incapable de déceler ses émotions. Donc, je ne sais pas s'il me hait, s'il va me casser la gueule ou si c'est quelqu'un qui a envie de coucher avec moi. C'était très compliqué à draguer pour ça parce que je ne savais pas quelle fille avait envie. Et quand les autres mecs qui savaient, pourquoi est-ce que lui part et moi non? Et, Incroyable. Mais pour vendre vos services, c'est un gros frein. Donc, pour tous les coachs qui sont là, qui se disent oui, mais moi, je n'ai pas la tchatch, je ne suis pas un vendeur né, j'ai un problème avec l'argent, il faut que vous sachiez que je suis pire que vous, de nature. Ok, vous entendez? J'ai dû apprendre et fabriquer des process. Et vous pouvez aussi apprendre et fabriquer des process. Vous apprenez des étapes et vous les appliquez. Donc, tout n'est pas perdu. On est d'accord. Exactement. Voilà. Même un gros nul comme moi, qui a des freins, j'ai des filtres devant mes yeux qui m'empêchent de voir des choses, qui fait en sorte que je suis un petit peu dans mon monde à moi. J'ai des freins qui m'empêchent d'être un vendeur naturel. Je suis quelqu'un qui a dû travailler dessus. Alors, la seule chose que j'ai un avantage, c'est que vous avez un QI de 180, c'est ça? Vous avez un QI émotionnel de là, mais un QI à 180. Je ne vais pas dire, dans mes tests psychométriques, j'en ai fait, mais je vais pas le dire. Mais si tu veux, je suis passionné pour aider les gens. Même si je ne sais pas ce qu'ils ont besoin, mais je suis passionné pour aider les gens. Juste pour la petite histoire, mon père, c'est un pompier, ma mère, c'est une infirmière, et j'ai épousé une gendarmette. Donc, je suis entouré des
trois gros métiers qui aident des gens. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Si tu veux, ça fait partie du fait que j'ai envie de sauver le monde et j'ai envie de faire en sorte que. Peut-être que les vous dissociez pas tout ça, mais c'est presque naturel chez vous, du coup. Du fait d'avoir baigné dans cette atmosphère de personnes qui aident les gens, peut-être que pour vous, maintenant, c'est naturel d'aider les gens sans forcément réussir à déceler leurs émotions, quoi. Je suis un peu un aimant à Cassos ou à gens avec des difficultés. Okay. J'attire dans toute interaction, quand je rencontre des personnes avec un handicap ou un problème ou une difficulté, ou des gens qui ne sont pas en forme, ou ils sont blessés, pathologies, tous les mecs qui ont les souffles au cœur, les problèmes cardiaques, et un prothèse au genou, ces gens-là, il y a une attirance naturelle dans le club. Et ça, c'était toujours moi qui m'occupais de tous les gens avec des problèmes et des pathologies. Un exemple, une dame s'appelait Aïcha, qui avait une prothèse de genou, qu'elle n'avait plus récupéré l'amplitude dans son genou. Et ça apaisait un problème de mobilité, ne pouvait plus conduire la voiture, ne pouvait pas marcher en centre-ville, parce qu'elle avait le pied qui s'accrochait dans les pavés. Et de force de travailler sur elle et son genou, elle a récupéré peut-être 60-70 degrés de flexion du genou. Ça a complètement changé sa vie. Au niveau de la vie, carrément, directement. Elle pouvait monter le tapis de marche à 15% d'inclinaison à 6 km à l'heure. Donc, travailler le cœur, changer son appareil cardio-respiratoire. Oui, tout qui change, tout qui évolue dans la vie, incroyable. Ouais. Même dans sa vie personnelle. Quand elle en avait marre de son mari, elle pouvait prendre la voiture et se barrer. Elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait pas dire je me barre, je me fais coiffer, et n'avait pas la possibilité de faire ça. Dépendant sur son mari, qui était un peu misogyne, qui disait non, la femme c'est chambre et cuisine. Tu vois, voilà. Donc ça peut vraiment changer la vie d'avoir un bon personal trainer derrière soi. Et c'était envie de partager ça, aider les gens à ne plus avoir mal au dos. Tu sais ce que c'est d'avoir mal au dos? Non, mais j'ai des gens de ma famille qui ne dorment pas, qui souffrent en permanence. Ouais. En permanence, en fait. Si tu as un personal trainer qui te renforce les recto spinae et qui t'étire les ischios et les psoas cœliaques, déjà 90% des problèmes de dos, on vient de le faire. Le mec qui s'en occupe de ces choses-là et tu dors mieux, ok? Merci. C'est un changement radical. C'est un dieu. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc il est nécessaire de généraliser ça, parce qu'on ne peut pas mettre un kiné payé par la Sécu derrière chaque personne, derrière tous les 70 millions de Français ou combien de c'est. Mettre un kiné derrière chacun et faire payer la Sécu, tout ça. Non, il faut que les gens se prennent en main, et un certain pourcentage d'entre eux, ils ont besoin d'accompagnement. On pourrait dire que les personal trainers, ils ont aussi pas un devoir, mais c'est de santé publique. On a vraiment un métier où on n'est pas juste, parce que des fois, en tant que coach, on nous dénigre un petit peu. Mais c'est vrai, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'on a vraiment un devoir de santé publique aujourd'hui. Le personal trainer a une obligation morale de réussir. Vous êtes personal trainer, vous avez une obligation morale de réussir votre business. Si vous ne réussissez pas votre business, c'est que vous ne connectez pas avec les gens pour les aider. Et la quantité de personnes qui vont mal, qui ont des problèmes cardiaques, diabète, cancer, problèmes de dépression, quantité de gens avec des mal de dos, tension artérielle, choléra, la quantité de maladies qui sont en train de galoper, les systèmes sanitaires des hôpitaux est en train de s'écrouler. On ne sait plus comment payer pour soigner des malades, parce qu'on ne s'en est pas occupé de façon préventive. On est en train de faire que du curatif. Donc, à un moment donné, si on n'arrête pas tout curatif, tout pharmaceutique, tout soin, tout hospitalier, et si on ne s'en occupe pas des gens avec l'hygiène de vie, alors la société en soi est foutue. Il faudrait que vous reveniez pour une autre émission, pour d'autres sujets, parce que je pense qu'on aurait d'autres choses à se dire, mais vraiment. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez me parler pas de vous, mais de votre entreprise, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver
Parce que là, derrière, je vois le training development, c'est votre. Voilà, parlez-nous un petit peu de vous avant que. Parce que je vois qu'on déborde. Moi, ça me va, mais après, à un moment donné, ça risque de crier aussi chez moi à la maison. Il va falloir que je rentre. Mais du coup, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce que vous intervenez? Mon site, je te mets dans le chat privé, si tu peux transférer ça dans les commentaires pour qu'on puisse le lire. Et après, si les gens veulent trouver mon Instagram, ils peuvent m'envoyer des messages là-dessus. Donc, je t'envoie mon Instagram. Donc, alors mon site, voilà. Ah, mais voilà, regardez, on est parfait. C'est Sofiane dans l'ombre qui nous permet de. Voilà, c'est cool. Donc, c'est votre site. Voilà, pour ceux qui écoutent, c'est David Hurst, tout attaché, .podia.com. Donc, Podia, c'est Podia. .com. Donc, si on peut mettre ça dans les commentaires, dans le chat privé, dans le chat, parce que je ne sais pas si. Moi, je l'ai reçu. Après, je n'ose pas trop toucher parce que j'ai peur de faire des bêtises. Mais... OK. Donc, je dirais à Sofiane de mettre l'adresse dans les commentaires. Énorme. Et mon Instagram. Voilà. Trop bien. Peut-être dans le replay, on peut le mettre en caption sur l'écran. Ouais. Mais après aussi, dans les images, je parlerai je mettrai vos liens pour vous connecter, quoi. Okay. Et il y a aussi sur mon Facebook, c'est Personal Training Development sur Facebook. Je vais vous trouver l'adresse de ça très rapidement. Donc, vous savez, monsieur Hurst, que je vois maintenant le personal training au sein des clubs d'un autre œil. Vous m'avez presque convaincu. C'est cool. Toi, un personal trainer, fais en sorte que tu puisses te faire coacher. Tu en connais une qui est Morgane, si je ne me trompe pas, qui a fait une émission. Donc, demande à Morgane de te faire une séance de personal training. Yes, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Mais j'ai oublié. Non, bon, ça reviendra, c'est pas grave. Mais sur cette point de santé, pendant que tu es en train de penser à ton outro, on a des process et des systèmes pour aider les coachs à mieux coacher l'hygiène de vie. Donc, sur 21 points, activité physique, alimentaire, gestion du stress, pour aider à s'occuper des gens de façon holistique et de réduire les quantités de maladies qu'ont des gens avec un personal trainer qui les permet d'accéder à une bonne hygiène de vie avec le conseil et la motivation nécessaires pour y arriver. Génial, génial. Le temps que je vous écoute, j'avais je me rappelais de ce que je voulais vous dire et je viens de réoublier. Oh là là, j'ai pas de cerveau, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Ah oui, c'est parce que je me rappelle que la première fois que je vous avais eu au téléphone, donc c'était au début de mon activité, vous m'aviez quand même dit une chose qui m'avait quand même marqué, c'était quel est le meilleur endroit aujourd'hui pour faire de la prospection client dans le sport, si ce n'est dans un club de sport. Et c'est vrai que là, je n'avais pas trouvé chose à redire parce que c'est vrai qu'à un moment donné, où est-ce qu'on peut trouver des gens qui ont envie de faire du sport si ce n'est que dans un club de sport? Je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas d'autre réponse encore. Et il est nécessaire d'appuyer là-dessus parce qu'il y a beaucoup de coachs qui galèrent, qui courent de gauche à droite entre les domiciles. Parce qu'ils sont en train d'envoyer leur communication, leur prospection sur les gens qui ne sont pas qualifiés. Donc là, vous avez mon profil Facebook, c'est cool, avec ma famille des judokas derrière. Et il y a beaucoup de coachs qui galèrent à courir de gauche à droite entre les domiciles parce que leur communication s'envoie sur monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas encore songé à l'idée de se mettre au sport. Et ça les place plusieurs niveaux éloignés que de l'idée de prendre un personal trainer pour le faire. Voilà, quand tu vas dans un club de fitness, les gens ils sont regroupés dans le même endroit. Donc, la communication, c'est facile. On tend la main et on dit bonjour. Et on peut tous les faire en même temps, tous les communiquer. Et ceux qui s'identifient comme quoi ils ont envie d'aller un peu plus loin dans la discussion, et on peut le faire tout de suite. Et ils sont dans un lieu qui est fait que tous ces gens, ils ont identifié une envie de se mettre au sport en mettant leurs pieds dans le club de fitness. Donc, les clients qualifiés, ils sont dans un club de fitness. Donc, un personal trainer qui monte des clients, allez-y dans un club de fitness, abordez le manager de club
et discuter avec le manager de club, de mettre en place des process de suivi pour que ça puisse avantager tout le monde à 360 degrés, le coach, les clients, les clubs tous ensemble. Ok. Ben, écoutez, franchement, Monsieur Hearst, déjà, je vous remercie pour tout ça, pour cette émission, d'avoir pris le temps là de nous expliquer tout ça, parce que c'est vrai que ça a remis l'église au centre du village et c'était très intéressant. Franchement, très très intéressant. Et je vous remercie pour tout ça. Franchement, merci beaucoup. Merci Bon, beaucoup. merci à toi. Même si vous venez d'Angleterre et que Même si le Entre personnel anglais, Lyon t'oblige à certaines réticences, ça va. Mais j'ai passé plus de la moitié de ma vie en France maintenant. Je suis moitié francisé. Donc, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et vous parlez très bien français, hein, parce que moi, je n'ai pas le quart de votre niveau que vous avez vous en français ou en anglais. Hein. Donc franchement, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sofiane, où es-tu, Sofiane? Où es-tu? Ben, je suis là, je suis là, je suis là. J'ai écouté attentivement et je pense que les auditeurs étaient aussi très attentifs. excellent. Alors, je vous invite à revoir l'émission, bien entendu, sur YouTube, aussi sur Spotify dès demain. Excellent. En ce qui concerne les contacts, les coordonnées, j'ai tout mis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, Instagram, Facebook, le site. N'hésitez pas à aller voir tout ça de vos propres yeux et faire vos propres expériences, comme on le dit souvent dans cette émission. Écoutez, c'était une superbe soirée. J'invite juste Ouais. les gens à revisionner cette émission parce qu'il y avait énormément d'informations. Voilà, qui était très importante. Donc à voir, à écouter. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Juste, je m'en vais et écoute, Alex, je te laisse fermer la porte. Hein. Ouais. Dis Tu au peux revoir juste à me tout le monde. rappeler comment je lance comment je Je m'en occupe, relance le... je m'en occupe, je m'en Ah, occupe. tu Voilà, t'en occupes, je m'en ok. occupe. T'as juste à dire un mot et je m'en occupe. Voilà, allez, Ben, bonsoir. écoutez, déjà, remercie Monsieur Hearst et puis n'oubliez pas, ne vous sous-évaluez pas, surtout quand vous vous vendez en termes de coaching, parce que c'est la pire chose qu'il y a à faire. Ah ouais. Soyez et restez passionné, parce que si vous vous dévaluez, c'est l'image que vous rendez à vos clients, et si vous rendez cette image-là, forcément, la relation, le chiffre d'affaires ira de pair, c'est-à-dire en descente. Donc, ne vous sous-évaluez pas, surtout pas. Restez dynamique, restez là, on est ensemble. On se revoit dans 2 semaines pour une prochaine émission avec soit notre invité, soit vous aurez que ma gueule qui parlera pendant 1 heure, ça on verra. En tout cas, encore merci Monsieur Hearst. Et puis à très bientôt. Ok, à très bientôt. Et comment on dit au revoir au judo? Euh, Hous? Hous. Ciao.